va parler du défi de la sobriété et de la fraternité, avec 4 contributions du pacte civique. Et vont intervenir successivement Éric Thuillier, de formation littéraire et juridique. Il a exercé des responsabilités fonctionnelles et opérationnelles dans le domaine de la retraite et du logement. Il préside l'association des moyens du pacte civique. Il participe activement au Labo de la fraternité et a lancé en début 2021 le sondage Sobriété. Il y a Georges Der qui va intervenir également. De formation économique et politique, il a longtemps travaillé dans le champ du développement local. Acteur et chercheur dans le domaine des ingénieries qui facilitent le développement et la créativité des personnes et des territoires, il anime le collectif local de la Haute-Garonne du Pacte civique. Elisabeth Javelot, sociologue et assistante sociale, travaille depuis 1976 dans le secteur social. Conseillère technique dans le cabinet du ministre en charge des politiques du handicap pendant 2 ans. Elle a ensuite dirigé des associations nationales. Elle est actuellement experte et consultante en lien étroit avec le pacte civique. Elle a dirigé la rédaction collective de cet ouvrage dont on va parler tout à l'heure, Le choix des sobriétés. Et enfin, Christophe Vernier, de formation scientifique et gestionnaire, est entré en 2006 au Crédit Coopératif où il a exercé diverses responsabilités orientées vers le développement durable et la RSE. Administrateur de la Fondation Crédit Coopératif depuis 2015, il est nommé secrétaire général en 2017. Donc, je vais passer la parole à Éric qui va ouvrir le bal. Normalement, vous avez 40 minutes. Il va falloir être très serré. D'accord. Bon, bonjour à tous. Donc là, le Pacte civique est membre du Labo de la fraternité. Il en a été le fondateur avec les membres du Labo du Faire Ensemble. Vous aurez un acteur d'ailleurs dans la table ronde avec Radia Bagouche de Coexister. Et donc l'idée de ce collectif qui rassemble des organisations et des associations qui travaillent autour du lien social, que ce soit avec les migrants, avec les sans domicile fixe, avec des plateformes citoyennes numériques. L'idée, c'était de promouvoir la fraternité comme lien social et comme valeur républicaine, avec 3 objectifs. Le premier, c'est de produire de la connaissance et des données autour de la fraternité. Le second, c'est d'écrire un plaidoyer commun à destination des politiques publiques. Et le troisième, d'inciter les citoyens à devenir créateurs de liens. Donc, le baromètre 2021, c'est une étude d'opinion réalisée par l'IFOP avec 1000 personnes et autour de la relation des Français à l'autre. Alors, l'autre est entendu comme tous ceux qui ne sont pas ses copains ou des membres de sa famille. Voilà, et donc c'est une 4e édition du baromètre, mais c'est aussi la première après le Covid. Et en fait, on a vu des choses bouger avec l'impact du Covid. Alors, ce qui nous est apparu dans un premier temps, c'est que la pandémie avait renforcé le regard positif des Français sur leur pays. Quand on pose la question, est-ce que la France est un pays de diversité? Il y a 91 personnes qui disent oui, beaucoup plus qu'en 2016. Les Français disent que c'est un pays généreux à 79%, un pays de liberté à 77%, de fraternité, ça baisse un peu, c'est à 65%, mais c'est beaucoup plus qu'en 2018. Où il n'y avait que 53%, donc un gain de 12% en 3 ans. Ce qui est le plus à la traîne, c'est la France, pays d'égalité, avec 57%. Et on a voulu interroger les Français sur leur rapport à la diversité des convictions, des religions, des origines sociales, culturelles, géographiques, etc. Et j'ai intitulé ça « Je t'aime moi non plus » parce que la diversité du pays, qui est donc actée à une très grande majorité, hein, j'avais dit 91%, elle est considérée comme une bonne chose pour 85% des sondés, ce qui est quand même très important. Et très majoritairement, les Français pensent que la diversité est... Ça permet d'ouvrir notre société sur le monde, ça favorise la créativité,
Et c'est enrichissant pour les individus. Donc on se dit, c'est formidable, on va vers un pays très fraternel, mais ces affirmations sont contrebalancées par une montée importante d'affirmations négatives et qui deviennent même majoritaires sur plusieurs sujets. La diversité inquiète à 55%, elle nous fait perdre nos valeurs et notre identité à 54%, elle crée des conflits à 74%, elle génère des politiques favorisant les minorités au détriment de la majorité pour 74%. Donc, il nous semble que le chemin vers l'autre reste un parcours semé d'embûches. Notamment, il y a une chose qui caractérise très fort notre pays, c'est la méfiance vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que répondre à la phrase « on n'est jamais trop prudent à l'égard des autres », 72%, et en fort accroissement. C'était 66% en 2018. Et sur ce point-là, il peut y avoir un effet confinement où les gens se méfiaient des autres aussi pour des raisons sanitaires et avaient moins d'occasions de fréquenter les autres. Donc c'est un chiffre qui est important. Et pourtant, il y a plus de personnes qu'en 2019 qui ont agi avec des personnes différentes de leur milieu, que ce soit ou de leur génération. 78% ont dit avoir agi avec des personnes d'une génération différente. D'un milieu social différent, c'est 76%. D'une couleur de peau différente, c'est 72%. Et d'un engagement politique, c'est 71%. Alors, quand on demande aux gens pourquoi ils ne vont pas plus vers les autres, pourquoi ils ne collaborent pas plus avec d'autres, la première réponse, c'est le manque d'occasion pour 44%, le manque de temps pour 29%. Et il y a deux critères qui augmentent, c'est le manque d'envie, 19%, et le sentiment qu'on ne peut pas se comprendre, qui me paraît important, à 18%. On ne peut pas comprendre les autres. Dans le baromètre 2021, il y a une chose qui apparaît, c'est que le rapport à l'étranger se détériore, avec notamment l'impact du Covid et d'attentats terroristes qui ont eu lieu peu avant qu'on interroge les gens. Mais 71% des sondés disent qu'il n'est pas souhaitable d'accueillir des étrangers supplémentaires. 64% que nous ne pouvons plus accueillir de réfugiés car cela augmente le risque de terrorisme. Et on a voulu voir un peu la question générationnelle, puisqu'il y a un discours qui monte et qui alimente parfois des jeunes d'un conflit intergénérationnel, notamment avec tous les sacrifices qui ont été demandés aux jeunes pendant les confinements et autres. Alors, il apparaît une vraie solidarité intergénérationnelle au sens que, après des mois de confinement, il y a 73% des gens qui légitiment les restrictions apportées au mode de vie pour des raisons de santé de personnes plus âgées. C'est un chiffre qui est élevé. Et en même temps, il y a un cri d'alarme des moins de 35 ans. 78% disent être une génération sacrifiée et 86% disent qu'ils auront à payer la dette Covid. Voilà, alors avec les éléments qu'on recueille dans ce laboratoire, on avait travaillé sur 5 propositions d'un plaidoyer à destination des politiques publiques. La première, c'était de développer l'éducation à la fraternité, à la fois dans l'éducation nationale, mais aussi dans le soutien à l'éducation populaire. On en parlait tout à l'heure, ça nous paraît très important. Le deuxième sujet, c'était de généraliser le service civique pour en faire une école de la fraternité.
nous demandions aussi à inciter les citoyens à agir de façon fraternelle et qu'on puisse évaluer les politiques publiques à l'aune de critères de fraternité. Et le dernier, c'était d'instaurer une journée nationale. Donc c'est de la fraternité. Ces propositions, on les a développées à l'Élysée, à Matignon, dans les ministères pendant 4 ans, sans, je dois dire, beaucoup de réactivité, même si certaines choses ont pu se faire, notamment par rapport aux enveloppes du service civique. Voilà, et donc notre propos aujourd'hui est d'actualiser ces propositions en lançant une grande consultation nationale, d'une part par Internet avec des plateformes numériques qui savent faire ça, et puis d'autre part en allant travailler dans des groupes avec des associations. Et ceux d'entre vous qui seraient intéressés, il y aura à Paris des rencontres avec d'autres associations pour essayer d'actualiser ou d'approfondir ces propositions, et de sorte qu'on soit bien armé pour le début de l'année prochaine avec les présidentielles. Voilà, je vous remercie. On va maintenant vous passer une petite vidéo de Georges qui n'est pas parmi nous, mais qui s'adresse à nous sur l'ingénierie des groupes projets. C'est une petite vidéo qu'on va voir maintenant. Les valeurs fraternité, créativité et sobriété sont centrales dans l'éthique du pacte civique. Comment sont-elles mises en œuvre à travers l'ingénierie des groupes projets? Effectivement, ces valeurs sont centrale aussi dans l'ingénierie des groupes projets, pour la bonne raison que l'ingénierie facilite l'émergence des liens créatifs entre les personnes, entre des personnes qui ne se connaissent pas. En 2 fois 3 heures, les liens apparaissent. Les personnes peuvent alors construire sur la base des liens repérés ce qu'on appelle des groupes projets. Dans ces groupes projets, il y a donc la confiance, l'entraide et la créativité collective. Ces attitudes permettent de constituer assez rapidement des actions locales, des actions collectives locales. Voilà donc la plus-value qu'apporte l'ingénierie des groupes projets. Je rajoute que la mutualisation des moyens qui est permise par les groupes projets se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle l'innovation frugale, qui vient d'Asie et qui a été reprise en Occident. Et cette innovation frugale est très proche de la valeur sobriété qu'on prône au niveau du pacte civique. Elle permet de rassembler les moyens, de mutualiser les moyens, comme le faisaient les coopératives au début du XIXe siècle. On va partir de l'individu, on va partir de ce qui nous tient. Et je vais vous proposer, dans un premier temps, que chacun puisse s'exprimer, prenne 2-3 minutes, pendant lesquelles cette personne va exprimer ce qui lui tient vraiment à cœur, ce qui l'a fait avancer, ce qu'elle a à partager. Et là, on laissera juste de la place et on écoutera juste cette personne-là. On fera un petit peu le tour, on posera peut-être 2-3 questions à la fin de chaque intervention pour resituer ou comprendre quelque chose, mais le but, ça va être d'abord de bien écouter ce que les autres ont à offrir d'eux-mêmes. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous propose d'être dans quelque chose de plus dans l'échange et qu'on arrive à faire du lien entre nous. On va essayer de tirer un petit peu les liens, on va essayer de tresser les choses et de se dire, mais voilà,
ce qu'a dit cette personne, ça m'intéresse. Il y a des choses qui me parlent, qui font écho, qui me renvoient à quelque chose que je pourrais impulser, insuffler. Voilà, on va essayer de faire ce travail-là, d'abord d'écoute, parce qu'on ne s'écoute pas souvent beaucoup à la télé. Voilà, on n'a qu'à regarder un débat sur BFM pour se dire qu'en fait l'écoute n'est pas la première qualité du journaliste ou de l'expert invité sur le plateau. Et là, on va prendre juste un temps pour dire ce qui nous motive vraiment et ce qu'on a apporté. Qu'apportent ces ingénieries aux acteurs locaux? Qu'apportent ces ingénieries au territoire? Et en quoi facilitent-elles la résilience des personnes et la transition des communautés locales? En ce qui concerne les personnes, c'est très clair. Les personnes, très rapidement, prennent confiance dans leur potentiel. Elles en prennent conscience d'abord. Ça augmente la confiance en soi. La confiance en soi augmente le pouvoir d'agir. D'autant plus que le petit groupe, avec la solidarité, l'entraide qu'il développe, augmente lui aussi ce pouvoir d'agir au niveau local. L'action collective démultiplie le pouvoir d'agir de chacun. Pour un territoire, l'effet peut être également très rapide, par tache d'huile. On l'a expérimenté d'ailleurs avec l'équipe Léo Lagrange de Tournefeuille, ici même. On a vu que très rapidement, les petits groupes se démultiplient. Les animateurs formés forment d'autres animateurs, jeunes ou seniors. Ça peut faciliter donc l'entraide intergénérationnelle. Et le territoire devient donc créatif, il crée des activités et il va devenir attractif. La créativité facilite la résilience de ce territoire, comme elle facilite aussi la résilience des personnes. Nous envisageons de former avec l'Université Toulouse-Capitole, le Pacte civique et la Fédération Léo Lagrange, de former, dès la rentrée universitaire prochaine, des animateurs, développeurs, catalyseurs locaux qui seront capables d'accélérer cette transition territoriale en formant donc des personnes capables d'animer ces dispositifs d'intermédiation, d'émergence des liens. Ce diplôme universitaire démarrera en mars 2022, en une centaine d'heures, 2 jours par mois. Il permettra donc de former des animateurs, catalyseurs, développeurs, donc dans la philosophie du pacte civique et de nos partenaires UT1 et Léo Lagrange. Si Pascal et Georges nous accompagnent, c'est aussi, alors, pour faire un diagnostic, et c'est ce que Pascal va nous présenter ce matin, et pour aussi améliorer cette relation qui va nous aider dans tous nos partenariats, qui va nous aider plus globalement dans notre activité. Quand Georges nous accompagne, là on est sur quelque chose de pratique et un exercice, je vous le dis de suite, c'est pas un exercice fantaisiste, c'est que demain on devra appliquer tout ça. Et puis, il y avait la mise en œuvre de groupes de parole, qui avait pour objet d'associer des acteurs de tout type, donc vous, les professionnels de l'animation, mais aussi les enfants, les parents et certaines fois des acteurs extérieurs, pour permettre l'émergence sur la base, et ça Georges y tient beaucoup et je suis d'accord avec lui, sur la base de motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous caractérise, qu'est-ce qui a du sens pour vous, qu'est-ce qui vous intéresse profondément, et bien des perspectives on pourrait dire, de coopération créative. On va parler maintenant de la sobriété au travers de deux séquences. Une première séquence où on va s'intéresser au livre publié par le Pacte civique qui s'appelle « Le choix des sobriétés ». Et ensuite sur un sondage dont on va vous révéler
en avant-première les résultats sur est-ce que la sobriété, c'est quelque chose qui fait écho dans la population, et vous allez apercevoir qu'il y a des chiffres assez étonnants. Donc je cède la parole à Elisabeth pour le livre sur les choix des sobriétés. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors ce livre, Le choix des sobriétés, il n'est pas à l'image, mais vous en trouverez facilement des exemplaires. Vous pourrez même l'acquérir à la sortie. C'est un conseil. J'espère que cette conférence vous permettra ensuite d'avoir un grand élan sur l'acquisition du livre. Merci. Donc ce livre est à la fois le fruit d'un temps long, de sa conception, qui a commencé à l'automne 2018, à sa publication en février 2021. Les confinements sont aussi une des raisons qui a perturbé sa diffusion et la possibilité d'ouvrir des débats. Nous n'avons pu faire que des débats virtuels. Il y a derrière un choix méthodologique de collecter des entretiens et des contributions écrites, ce qui a bien sûr rallongé là aussi la fabrication de cet ouvrage. Mais on a collecté un matériau particulièrement riche. Nous avons rassemblé un panel d'interviewés et de contributeurs très variés par leur implantation géographique, par leur âge, leur situation professionnelle, leur sexe, etc. Enfin, et c'était un parti pris, nous nous appuyons sur des propos ancrés dans la réalité de chacun, de là où il parle et agit. Nous avons fait ce que nous appelons de l'analyse du discours et nous avons structuré l'ouvrage en 3 parties. La première, autour du concept de sobriété. Ce concept est analysé par 2 philosophes qui sont Dominique Bourg et Patrick Vivray, qui ont explicité la notion d'hubris, de démesure, d'absence de limite. Mais nous avons aussi enrichi ce travail des apports des interviewés eux-mêmes en piochant dans leurs paroles et en repérant ce qui correspondait à leur approche. Puis nous avons bien sûr organisé ces propos. La seconde partie était comme une évidence. C'est l'émergence, elle a consisté en l'émergence de 5 fils rouges. Ces 5 thèmes sont l'intergénérationnel, les territoires en transition, l'importance du récit comme un besoin impérieux, la dimension collective et les changements de vie personnelle. Alors bien sûr, la 3e partie décrit le passage à l'action. Ce sont là les gestes personnels et tout l'intérêt des études longitudinales. On prend conscience de la nécessité d'action de sobriété, on se met en chemin à partir de ses propres sensibilités et de son expérience de vie et on agit. Il ne faut pas omettre que la sobriété génère ses propres contraintes. Il faut raisonner ses envies, accepter d'avoir des choix de vie qui porteront en eux des restrictions à plus ou moins long terme et anticiper des comportements nouveaux. Ces 3 parties sont encadrées par l'introduction de Pablo Servigne, qui revient lui aussi sur l'hubris, sur la question des limites planétaires, sur les événements climatiques et sanitaires. Pablo Servigne relève l'impopularité de la question de la sobriété qui ne peut être choisie qu'ensemble, que collectivement, ce qu'on entend toujours, à la condition que mes voisins le fassent aussi. Il rappelle que dans l'histoire, la sobriété contrainte s'appelait le rationnement. Enfin, il pose la question centrale des inégalités sociales,
par rapport au choix de sobriété. Une partie de la population n'a pas cette latitude. Enfin, la conclusion de l'ouvrage a été faite par Jean-Baptiste Devco, qui aborde la possibilité de la mise en place d'une carte carbone. Il développe sa proposition et donne des précisions très intéressantes sur la faisabilité. Il ouvre ainsi un débat prometteur qui a, je crois, déjà reçu pas mal d'échos. Mais durant ces années, 2018, 2019, 2020 et une partie de 2021, beaucoup d'événements ont percuté nos sociétés. Avec la pandémie, nous avons fait collectivement et individuellement une double expérience. L'expérience de nos vulnérabilités. Nous avons été touchés par la pandémie individuellement dans nos corps, à des degrés divers, certains de façon grave, voire fatale, mais aussi collectivement, par les réponses sanitaires, les confinements, les vaccinations, mais aussi l'expérience de nos liens avec le vivant, la disparition rapide de territoires indispensables aux espèces sauvages et leur trop grande proximité avec l'espèce humaine, ce qu'on appelle les zoonoses, et nos déplacements incessants sur la planète ont produit les conditions facilitatrices de la diffusion des virus et de la production des variants. Le vivant, que sont l'humanité, la faune, la flore, sont totalement liés. La santé des uns et des autres doit être irrémédiablement partagée. Nous devons mettre en œuvre une approche unique, One Earth, pour l'ensemble des espèces vivantes et de la Terre. Avec la succession des catastrophes climatiques, les vies de certains d'entre nous ont été bouleversées. Ces catastrophes sont plus intenses et plus fréquentes. Les grands feux en Floride, au Canada, mais aussi en Sardaigne et au Portugal. Les inondations dans la vallée de la Roya, mais aussi en Allemagne. Les ouragans et les cyclones sur toute la planète. Avec la diffusion des données scientifiques qui sont vérifiées et largement diffusées, celles du GIEC sur le climat, celle de l'IPBES sur les effondrements de la biodiversité. Nous disposons ainsi de données indispensables aux décideurs économiques et politiques, comme à tous les citoyens. Complétées par les apports de la COP26 sur le thème des systèmes alimentaires pour tous les humains, organisés par les Nations Unies à Glasgow dans quelques jours. Mais pourquoi dresser un tel constat? Qu'a-t-il à voir avec les sobriétés? Parce que se croisent deux temporalités contradictoires. Les événements environnementaux s'accélèrent, s'aggravent et se multiplient. Les échéances se raccourcissent. Nous sommes, nous humains, attendus dans un temps court de réaction à la situation. La nécessité d'y répondre planétairement ne peut se faire que dans un temps long, très long, même si la pandémie nous a appris à faire plus vite. L'urgence est de diminuer nos consommations, et en premier nos consommations d'énergie. L'actualité des hausses de prix va nous y aider, et de décarboner nos économies. En un mot, de devenir sobre. Nos pays riches et leur classe moyenne le peuvent, tout en portant une attention particulière aux plus fragiles de nos concitoyens. Les pays pauvres savent nos responsabilités. Ils attendent nos actes.
La sobriété est au cœur de l'évolution indispensable de nos comportements humains. Notre livre montre que les individus savent se mobiliser et poser des actes. C'est aux décideurs économiques et politiques de leur emboîter le pas, avec force et conviction. Le vivant et la planète attendent des résultats. Merci. Merci Elisabeth. Alors on a pris beaucoup de retard, donc je vous propose deux choses. D'abord, je vais essayer de demander à Eric s'il peut tenir en 15 minutes au lieu de 20, mais c'est peut-être pas forcément facile. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de ne pas faire la pause qui était prévue en fait entre 14h45 et 14h55 et passer ensuite directement à la table ronde. Je pense que c'est plus efficace. Peut-être qu'il y en a qui voudront aller fumer une cigarette, je sais pas. Je vous donne la parole. Normalement, ça fonctionne. Je vous donne la parole sur donc le sondage sur les sobriétés qui a été publié, qui est publié aujourd'hui et dont vous allez avoir des résultats assez passionnants. Voilà, donc c'est un scoop, c'est aujourd'hui qu'on dévoile notre sondage. Alors, on a voulu aller plus loin sur la manière dont les Français s'approprient le sondage, parce que c'est un sujet qui est peu exploré. Il y a des travaux sur la sobriété énergétique de la part du Labo de l'économie sociale et solidaire, il y en a de l'ADEME, mais sur la sobriété elle-même, il y a quasiment rien. Il y a un silence phénoménal des médias et des politiques. Voilà. Ce sondage, c'est le premier d'un triptyque parce que nous allons interroger en 2022 les entreprises et en 2023 les collectivités locales et les administrations. Et ce qui apparaît, c'est que la sobriété fait écho aux priorités des Français. Il y a 63% des Français qui se sentent poussés à surconsommer, donc il y a une prise de conscience. Et la réponse, c'est qu'il y a une autolimitation volontaire pour 53% d'entre eux, pour des raisons non subies, c'est-à-dire indépendantes notamment du pouvoir d'achat. Ça s'applique, ces autolimitations, aujourd'hui aux vêtements en premier, pour 43%, l'énergie pour 32% et l'alimentation pour 30%. En revanche, les vacances et les loisirs sont beaucoup moins concernés à 25% et le numérique et les réseaux sociaux quasiment pas mentionnés à 11%. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces motifs d'autolimitation, on pensait voir arriver l'écologie. Elle est présente à 45%, mais avant elle, il y a la réponse à « je m'autolimite pour un mode de vie basé sur la modération » pour 51%. Ce qui n'empêche pas des frustrations, c'est-à-dire que sur les voyages et les loisirs, les Français aimeraient bien consommer davantage. Voilà. Alors, ils sont contraints par le pouvoir d'achat. S'il y avait plus d'argent, ils consommeraient davantage, ou parfois par l'accès à l'offre, et notamment 43% au milieu rural. Alors, la sobriété concerne tout le monde. Alors, tout le monde, bien sûr, pas tous les Français, mais toutes les catégories de Français. Il y a 65% des Français qui adhèrent au principe de la sobriété, 20% qui en sont éloignés et 29% chez les ouvriers notamment. Mais il y a un chiffre qui nous a surpris parce qu'on a voulu voir si les personnes qui étaient contraintes par leur pouvoir d'achat de s'auto-limiter, est-ce qu'elles adhéraient au principe? Eh bien, la réponse est oui, à 60%. Donc, il y a assez peu d'écart entre les gens qui n'ont pas suffisamment d'argent, notamment pour se nourrir, hein, donc c'est des gens très fortement contraints, ils intègrent la problématique de sobriété dans une proportion un peu plus faible que la moyenne de la population, mais à peine. 68% se disent prêts à aller vers plus de sobriété dans cette population. Et ça, c'est un peu une découverte de ce sondage. Alors, certains sont concernés plus que d'autres. C'est d'abord les jeunes de moins de 35 ans.
c'est aussi, et ça m'a interpellé, les parents d'enfants, qui est la deuxième catégorie, et puis les catégories socio-professionnelles les plus aisées. On les retrouve dans le sentiment de surconsommer. Les jeunes sont à 25% dans l'idée de surconsommer, alors que 4% sur les plus de 65 ans. Vous voyez l'écart. De même, quand on interroge sur les prévisions de réduction de la consommation à venir, c'est 35% de la population qui dit qu'elle va, dans l'avenir, limiter sa consommation, mais c'est 48% pour les jeunes 25-34 ans et 45% pour les catégories socio-professionnelles supérieures. Et les autolimitations à venir concernent l'alimentation, les vêtements, l'énergie, pas le numérique et les réseaux sociaux. Il y a là une sorte de tabou. Voilà. Alors pour aller plus loin, il faut voir que il y a deux conditions pour plus de sobriété. Je réduis un peu parce qu'on a des problèmes de temps. Il y a deux conditions, c'est qu'on soit dans la liberté de consommer. Ça, c'est très important. De même qu'on garde la capacité à se faire plaisir. Voilà deux conditions. Et il y a deux obstacles ressentis. Le premier, c'est que notre modèle de société lie la réussite à la consommation et que les personnes jugent insuffisante leur part dans la contribution à la résolution des problèmes. Donc ça les décourage d'aller plus loin. Voilà. Alors, est-ce que la sobriété est une thématique pour les prochaines présidentielles? C'est oui à 62%. Donc les politiques ont peut-être tort de ne pas s'en occuper. C'est très important pour 21% de la population et notamment pour 32% des jeunes. Les thèmes de politique publique sont le développement des énergies renouvelables, la promotion du recyclage et l'économie circulaire et la lutte contre l'obsolescence. Voilà. Alors, en conclusion, avant la conclusion, on a voulu interroger aussi les Français sur l'idée de savoir si l'économie sociale et solidaire avait un rôle à jouer dans la sobriété. Et je passe la parole à Christophe Vernier, qui nous a aidés à poser les questions. Je lui laisse la parole. Oui, merci Eric. C'était important pour la Fondation Crédit Coopératif d'explorer ce lien possible, intuité un peu entre la sobriété et l'économie sociale et solidaire. Alors, sans grande surprise, j'allais dire, les Français connaissent encore peu l'économie sociale et solidaire, en tout cas le mot. Ils ne sont que 57% à en avoir entendu parler et seulement 10% à vraiment comprendre de quoi il s'agit. Et sans surprise aussi, les proportions sont bien plus élevées à Paris. Donc il y a une espèce de parisianisme sur l'ESS qui interpelle toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a expliqué aux Français ce que sont deux des marqueurs importants de l'économie sociale et solidaire, à savoir une gouvernance participative et un ancrage local, enfin l'échelle locale dans les échanges, là, ils sont très majoritairement favorables. C'est-à-dire qu'ils comprennent, ils sont 73% à bien comprendre ces marqueurs-là. Ils sont en phase, 72% pour l'ancrage local sont en phase avec l'importance de l'ancrage local, et 60% y croient. Donc ils adhèrent vraiment finalement à des modèles, des principes d'action de l'économie sociale et solidaire sans le savoir. Ils connaissent sans savoir l'économie sociale et solidaire. Et ce qui est peut-être le plus important, c'est que de ce fait, ils considèrent que ces modèles-là, gouvernance participative et ancrage local, peuvent conduire à plus de sobriété. Notamment pour l'échelle locale, ils sont 68%, plus de 2 Français sur 3 considèrent que c'est un levier significatif pour aller vers plus de sobriété. Donc du coup, la bonne nouvelle, c'est que quand on les interroge un petit peu plus loin sur ayant compris ce que c'était cette façon de faire fonctionner l'économie, ils sont presque 60%, 59% exactement, à souhaiter se rapprocher d'acteurs de l'économie sociale et solidaire
pour aller vers plus de sobriété. Et il y en a même 27% qui sont prêts à s'engager bénévolement auprès d'acteurs de l'ESS pour aller vers plus de sobriété. Donc ça, c'est quand même une très bonne surprise, de laquelle on peut tirer quand même des enseignements importants. D'abord, l'attrait majoritaire pour des modèles alternatifs à l'économie conventionnelle et ce potentiel d'engagement vis-à-vis des acteurs qui les portent, associations, coopératives, etc. Donc il y a un rôle évident, attendu, à jouer, plus encore demain qu'hier, par l'ESS. Mais l'ESS est encore mal connu. Donc de notre point de vue, là c'est pas le sondage qui le dit, mais il y a un enjeu important pour cet univers qui pèse, on dit toujours, entre 10 et 12% du PIB, mais le PIB, on l'a bien vu ce matin, est un indicateur à revisiter en profondeur. Il y a très certainement un enjeu de communication, bien sûr, mais certainement aussi un enjeu de pédagogie et de langage. On disait ce matin l'importance de réactiver, de réinventer peut-être une éducation populaire, mais une éducation populaire sur ces sujets qui soit à double sens, c'est-à-dire qui partent du vécu des personnes et non pas de quelque chose d'institué. Et on peut plus généralement penser que l'appétence que révèle aussi cette enquête, là je ne vais pas citer les chiffres, ils sont trop nombreux, mais sur tout ce qui est produits d'occasion, recyclage, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, et même le considérant de plus de justice sociale pour aller vers plus de sobriété, et finalement c'est un gisement de l'action citoyenne qui est considérable. Donc il y a vraiment des bonnes nouvelles, je trouve un peu inédites dans ce sondage, qui mérite d'être approfondie. Ce sera l'action à mener au cours de l'année prochaine. Merci Christophe. Donc, en conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est que les Français sont prêts à aborder le sujet de la sobriété, alors plutôt plus que les médias et les politiques pour le moment, et que la sobriété, c'est d'abord consommer autrement, plus local, recyclable, écologique, plutôt que l'autolimitation. L'autolimitation, c'est pour les plus motivés et qui veulent bien réduire leur consommation, mais de façon sélective. Si on prend les jeunes de moins de 35 ans, ils sont motivés, ils sont prêts à s'autolimiter, mais pas sur le numérique. Bon, voilà. Ensuite, les Français plébiscitent des politiques publiques qui inciteraient à consommer différemment, et sans doute plus facilement que celles qui contraindraient à consommer moins. Voilà. Pour la table ronde, il y a deux questions que je vois à l'issue de ce sondage. C'est quelle est la place de l'éducation populaire et nationale pour renforcer la conscience des enjeux? Et puis comment s'y prendre pour construire un récit qui rende la sobriété, sinon heureuse, du moins acceptable, parce qu'elle sera probablement nécessaire. Et que si on ne la conduit pas avec un peu de discernement, elle peut conduire à des inégalités sociales. Christophe, tu vois une ou deux questions à la table ronde? Oui, moi je dois reconnaître que ce sondage, on a participé avec Eric à l'élaboration de quelques questions et ça nous a conduit à prendre conscience de la distinction et la complémentarité à opérer entre consommation responsable et sobriété. En fait, il faut les deux. La consommation responsable, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. On peut être convaincu et très agile pour repérer des produits, des services qui sont biosourcés, qui respectent la nature, etc., mais rester un consommateur frénétique. Donc là, il y a un sujet qui est important, je trouve, c'est de trouver cette bonne articulation entre consommation responsable, qui est peut-être plus simple et plus accessible que la sobriété qui appelle des ressorts plus intimes, qui interroge l'acte de consommer et qui va peut-être au-delà des seules convictions qu'on peut avoir. La sobriété invite aussi à se reconnecter, on l'a vu avec la nature, avec ses apports bien sûr, mais aussi la finitude des ressources, et se reconnecter à soi dans ses priorités de vie, dans ses choix, dans la temporalité aussi. On ne l'a pas évoqué ce matin, mais quand on a abordé le sujet de la croissance-décroissance, moi j'étais tenté de dire, mais il y a un interstice aussi important, c'est celui de
du temps. Comment aller vers une société qui accepte de ralentir dans ses process, dans sa façon frénétique d'aller toujours plus vite pour aller on ne sait pas où finalement. Donc voilà un sujet qui peut être mis en réflexion également pour cette table ronde. Merci à vous. Merci. Je précise, on va maintenant passer directement à la table ronde parce qu'on a donc parlé beaucoup de fraternité et de sobriété. Donc maintenant, on va parler du système politique à l'épreuve du double défi de la sobriété et de la fraternité. Donc on ne fait pas de pause parce qu'on est très en retard. Je vais passer la parole à Marine Lamoureux. Je précise, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sondage sobriété, que tous les chiffres seront disponibles sur le site du Pacte Civique à partir de lundi. Et vous verrez, aller dans les différents items et dans les différentes catégories, vous verrez que c'est assez passionnant. On apprend énormément de choses parce que là, on a été un petit peu contraint par le temps, donc on n'a pas pu aller au fond des choses. Je ne sais pas où est Marine Lamoureux. Bon, en attendant, je laisse la parole à Jackie Richard qui va introduire. Lamoureux, et nous sommes très impatients d'ouvrir le débat sur le système politique à l'épreuve du double défi de la sobriété et de la fraternité. Je voulais vous dire quelques mots de l'atelier démocratie, observatoire citoyen de la qualité démocratique que j'ai le plaisir d'animer et qui a préparé un petit peu ce débat politique qui va se tenir à l'initiative et à l'animation de Marine Lamoureux. Bon, cet atelier est un des fondamentaux du pacte civique puisqu'il a été créé et animé par les fondateurs du pacte civique à l'époque, il y a 10 ans, notamment par Pierre Guillaume qui est quelque part là-haut et qui nous salue et que vous avez entendu ce matin à la présentation générale de la journée. Donc cet atelier, il est parti de l'idée toute simple qu'en politique, observer, évaluer, c'est déjà agir. C'est-à-dire notre idée, c'est que finalement, dans une démocratie que l'on souhaite de moins en moins surplombante, plus en plus participative et plus en plus délibérative. J'insiste sur ce terme parce que voilà, c'est les travaux de Jürgen Habermas qui m'ont beaucoup inspiré pour vous dire cela. Dans cette logique délibérative, observer et évaluer, c'est déjà agir. Donc voilà, ça a été le principe de fonctionnement de notre atelier qui s'est efforcé d'évaluer les politiques publiques avec une méthodologie qui lui est propre et que je ne développe pas aujourd'hui, mais qui met des petits drapeaux de couleurs différentes sur les politiques publiques en fonction de leur pertinence et de la manière dont elles ont été élaborées. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'invite tous ceux qui le souhaitent, qui ont un peu de temps, à nous rejoindre dans cette